plaisir d'être un membre d'une commission technique dans votre cabinet. Merci Michel. Bonjour, et comme il est dit là-bas, bienvenue à Cordes-sur-Ciel, bienvenue dans cette belle cité médiévale. On s'en est un peu éloigné parce que vous êtes trop nombreux pour être sous les arcades médiévales. Il y aurait eu des problèmes de sécurité, donc c'est pour ça qu'on vous avait invité à venir dans ce lieu. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont permis d'aménager ce stade, la mairie d'Albi, la communauté d'agglomération d'Albi, les transports gros, l'entreprise Gauthier Matériaux, et puis bien entendu le CNES qui est à l'origine du projet que j'avais proposé à Jean-Yves Le Gall il y a quelques années, et on en est la 6e édition. Et celle-ci est très particulière puisque l'espace qui était considéré à l'époque où j'étais ministre et où Jean-Yves Le Gall était mon conseiller, était difficile de faire passer l'idée que l'espace c'était important pour la vie quotidienne, c'était important pour les hommes. Il y avait bien entendu des scientifiques qui le pensaient, mais le monde, le public, les politiques ne le pensaient pas. Aujourd'hui c'est différent et je crois qu'il faut rendre hommage non seulement au CNES, à l'Agence spatiale européenne, à Ariane Espace, mais aussi à celles et ceux, c'est surtout des hommes, mais il y a quelques femmes qui sont allées dans l'espace et qui ont fait comprendre qu'on ne va pas là-haut simplement pour faire une performance sportive, mais aussi pour expliquer ce que l'on peut apporter à la vie quotidienne des hommes et des femmes de notre temps. Et c'est pourquoi ce soir, je pense que vous êtes aussi nombreux pour voir Thomas Pesquet. On a pu voir le succès qu'il avait tout à l'heure auprès des jeunes et des moins jeunes. Il a bénéficié d'un phénomène nouveau, comme le disait Léopold Yards, qui pourtant n'est pas si âgé que ça, il est beaucoup plus jeune que moi, et qui était dans l'espace en 88 et 98. Il bénéficie pas, comme vous, des réseaux sociaux et de cette capacité que vous avez eue auprès de bon nombre de Français, d'Européens et aux États-Unis et partout en Russie, de donner l'impression que vous rentriez chez les gens tous les jours en leur apportant des photos. Et ils avaient une proximité avec vous, je ne sais pas si c'était lié au nom de la mission, Proxima, une proximité avec les gens qui était assez exceptionnelle. Et vous en avez bien, je veux dire joué, non, vous n'avez pas joué, vous avez bien utilisé cette capacité pour permettre vraiment que l'espace soit quelque chose que les gens comprennent. Et me tournant vers Jean-Yves Le Gall, c'était tu t'en souviens, il y a, j'ai pas fait le calcul, ça fait une vingtaine d'années, un peu plus, non, une trentaine d'années presque, où on n'arrivait pas à faire comprendre que c'était important, qu'il fallait mettre de l'argent là-dedans, il fallait faire de la coopération internationale, et il fallait respecter, admirer celles et ceux qui allaient dans l'espace et qui pouvaient nous apporter des informations fantastiques, ce que va faire Thomas Pesquet ce soir avec Léopold Yards et aussi Alain Maillet, que je remercie, qui est ingénieur en physiologie. Voilà. Et vous expliqueront tout ça grâce à Michel Chevalet, qui va être un admirable, comment dire, monsieur Loyal, non, qui va être le plus ancien et qui est tout à fait capable d'animer cette soirée parce qu'il connaît l'espace par cœur. Il l'a même fréquenté d'assez près lors d'un lancement de fusée soviétique à l'époque à Baïkonour, où il a voulu aller très très près. Il a déjà raconté l'histoire, il la raconte souvent. Il en a trop dit. On assistait au lancement d'une Proton. Et j'avais demandé aux autorités, j'étais avec Paul, je voudrais la voir, la faire en direct pour PPDA à TF1. Alors les Russes ils disent, oui, d'accord, ok. Donc on va, lui il va à des délégations officielles, et puis on monte dans une Gigouli, la Jeep russe, et ça roule, on était à une demi-heure du lancement, et vous voyez au loin la fusée qui grandit, qui est éclairée, et puis à 1 kilomètre, la Jeep s'arrête, et puis on me dit, bah, vous êtes là. Il m'avait mis un petit bureau, un téléphone, et j'avais la régie de cognac que j'avais quand on voit. Et il y avait des projecteurs, truc. Et on m'a dit simplement, bon, quand elle va décoller, vous ouvrez la bouche, sinon le tympan vont être crevés. C'est énorme, une Proton, ça pousse à 900 tonnes. Mais la suite, donc je fais mon direct, et je reviens, on me ramène là où il y avait les cocktails, où étaient avec les officiels, où était le ministre, et authentique, Paul me voit arriver et me dit, t'es encore vivant? Oui, voilà, t'es encore vivant, de tout, parole d'amour.
Donc il est encore vivant et il va animer le débat ce soir. Et on le remercie beaucoup. Et je crois que avant de lui laisser la parole, il va falloir lui enlever de temps en temps. Je voudrais que Jean-Yves Le Gall vous explique le plus formidable qu'amène le CNES avec cette opération et ces opérations que nous célébrons ce soir tous ensemble. Bien, merci, bonsoir. Donc le CNES est très heureux d'être associé depuis 5 ans maintenant à cette opération estivale Le Ciel sur Corde, parce que vous le savez, le CNES a plus de 70% de son personnel au Centre spatial de Toulouse, en région Occitanie, et il était normal que nous associons à la passion de Paul Quilès pour l'espace, et donc d'organiser chaque année cette manifestation ici, parce que ça nous permet bien sûr d'expliquer ce que nous faisons. Donc les éditions précédentes ont été déclinées en fonction de l'actualité. Rosetta, Philae, bien sûr, vous étiez nombreux à regarder la comète, ce qu'on a fait sur le... Je l'ai fait aussi quand j'étais professeur de mathématiques, où je mettais des Shadocks dans mes démonstrations. Juste pour l'anecdote, j'ai eu Laurent Voulzy comme élève, vous voyez. Pas très bon en maths, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et puis Patrice Duhamel, qui était même le patron de France Télévisions. Voilà. Donc c'est pour vous situer les choses. Alors, on ne va pas refaire le monde ce soir. Beaucoup de choses ont été dites sur la mission de Thomas. Et Thomas l'a parfaitement illustré en utilisant intelligemment, et pour la première fois, les possibilités des réseaux sociaux. Mais on va essayer de comprendre ce qu'il a fait réellement. Alors la première des questions, bien sûr, elle est à Thomas, et puis après on va voir avec les autres intervenants. Je vais demander d'abord la première des questions que l'on vous pose quand on vous voit, puisque vous êtes revenu, quelques conférences de presse, puis, et c'est normal, vous êtes éclipsé parce que vous avez autre chose à faire, il y a des missions scientifiques, on va en parler. Mais la première des questions que tout le monde peut vous poser, c'est comment allez-vous, mon cher? Comment allez-vous? Apparemment, mieux que je vous ai vu à votre retour. Oui, eh ben, on m'entend là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Non, ça va très bien, merci Michel, eh ben, bonsoir à tous. Ça va très bien, effectivement, je suis très heureux d'être là ce soir, parce que des soirées comme ça, en fait, dans l'ISS, on n'en a pas beaucoup. C'est un peu ça qui m'a manqué, en fait. Regardez autour de vous à quel point le village de Cordes-sur-Ciel est magnifique, à quel point la nature autour est magnifique. Nous, évidemment, on n'avait pas tout ça, on était dans un environnement très technique, et puis ça faisait réfléchir, justement, on en parlera sur cette nature qui nous entoure, de rencontrer des gens aussi, 6 mois dans la station, avec les 5 mêmes personnes. Ben c'est pas difficile, mais c'est particulier, on va dire. Ben là, aujourd'hui, ce soir, j'ai la chance de vous rencontrer tous, et puis d'échanger un petit peu, et puis de parler de cette mission qui m'a bien occupé. Voilà, mais ça va très bien physiquement, je me suis remis rapidement. On se rappelle de l'atterrissage, retour sur Terre. Léo pourra peut-être témoigner aussi que c'est difficile, hein, après avoir passé longtemps dans l'espace, le corps s'est habitué, on est devenu un être spatial, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps humain qui font qu'on s'est adapté à la vie spatiale. On n'est plus très bien adapté à la vie sur Terre, par contre, hein, le système d'équilibre, le système musculaire, sanguin, etc. Donc il faut se réhabituer. Ça prend un petit peu de temps, mais on a des médecins qui s'occupent de nous. Au bout de quelques heures, on commençait déjà à marcher, et ensuite on s'est remis au sport assez rapidement. Ça prend, je pense, 18 heures en gros pour revenir à 80% de ses capacités, et puis ensuite, tous les jours maintenant, je retourne un peu à la salle de sport pour revenir à 100%. Et j'espère être à 100% à temps pour la prochaine mission. Alors, on va en parler. Voilà. Ça c'est la question que je poserai à la fin à Jean-Yves, le patron du CNES. Non, je voulais simplement, Thomas, vous demander, est-ce que, vous connaissez mieux que quiconque, est-ce que vous ne sentez pas de séquelles de votre séjour de 6 mois dans l'espace? Est-ce que vous dites, ah, il y a encore ça que je coordonne mal, ah, j'ai encore pas retrouvé mon poids, ah, voilà. Non, j'ai pas de séquelles. C'est vrai qu'on m'avait raconté des histoires d'astronautes après. Oui, c'est ça. Après 6 mois dans l'espace, où on a l'habitude que les choses flottent autour de nous, on pose son stylo en l'air, et puis évidemment on commence à casser des verres et à casser des choses comme ça.
Donc des retours sur Terre un peu compliqués. Moi, j'ai pas vécu ça. C'est vrai que sur la vision, sur la force, je suis presque revenu à ce que là où j'en étais avant la mission. La seule chose qui me manque un petit peu, c'est peut-être le cardio. On fait beaucoup de sport dans la station, 2 heures, 2 heures et demie par jour. On court sur des tapis roulants, mais on court pas à son poids maximum. On court avec un système Attendez, la question que tout le monde se pose, c'est l'intermédiaire, mon cher. Je vais être très précis. Comment pouvez-vous nous expliquer que vous avez fait 2 heures de sport par jour, mais quand vous êtes revenu sur Terre, vous étiez KO? C'est comme si ça avait servi à rien. Enfin, je parodie. Je vous provoque là. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si je l'avais pas fait en revenant sur Terre, ça aurait été bien pire. Une mission de 6 mois, si on fait pas de sport du tout, on va perdre presque 10% de masse osseuse par mois et de masse musculaire. Donc heureusement, on fait du sport tous les jours, on maintient quasiment à zéro. On perd pas de masse musculaire, de masse osseuse. Par contre, le plus difficile, c'est pas tellement la force, même si soulever son bras quand on sort de la capsule, c'est comme si on avait un poids attaché partout, même ma mâchoire. On parlait tout à l'heure du coup de fil avec le président de la République, et je parlais bizarrement parce que le téléphone était lourd et ma mâchoire était lourde en fait. Je pouvais pas soulever ma mâchoire, je pouvais pas soulever ma langue. Donc je parlais un peu comme ça, avec la bouche pâteuse, ce qui n'est pas génial quand on parle au président de la République, mais bon. En même temps, j'avais une excuse, je revenais de l'espace. Mais non, on récupère assez rapidement, et si on ne faisait pas ces 2 heures de sport-là, on serait en mauvais état. Alors je vais me tourner aux scientifiques, puisqu'il vous a suivi. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on envoie un homme dans l'espace, c'est pas du jour au lendemain, ça se prépare une mission, c'est plusieurs années, et c'est une longue chaîne. Alors je passe bien sûr sur la partie technique, c'est-à-dire le côté lanceur, entretien de la station, les manips scientifiques, on va y revenir, qu'il faut déposer des programmes, fabriquer les matériels, que les astronautes s'entraînent à savoir s'en servir. Vous voyez, toute une chaîne, mais il y a 2 éléments que l'on ne voit pas et qui sont capitaux. Quand on est au sol, il y a ce que j'appellerais le Capcom. Le Capcom, c'est celui qui est chargé de la communication au sol, entre le sol et les astronautes. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne, généralement c'est un astronaute, qui est habilité à parler aux astronautes pour éviter la cacophonie où que chacun prend le micro et les engueule en disant « Pourquoi tu ne m'as pas fait ça ?» Ben dis donc, ton truc qui ne marche pas. Voilà. Alors l'un des Capcom, il est là, c'est Léopold Eyarts. Alors Léopold Eyarts, astronaute, moi je l'ai connu, je l'ai suivi durant ces 2 missions, l'une à bord de la station Mir, côté russe, et on va parler du Soyouz, et puis l'autre avec la navette. Et là, vous avez été, en quelque sorte, le Capcom, c'est-à-dire vous étiez, vous, à Toulouse, au Cadmos, et vous étiez aussi en liaison avec Thomas. Oh ben, non, voilà, allez-y. Bonsoir à tous. Oui, alors pour préciser un petit peu, après ma 2e mission, je suis revenu en Europe et je suis devenu un Capcom, ce qu'on appelle à l'Agence spatiale européenne un Eurocom. Donc on a modifié un peu le terme pour l'européaniser un petit peu. Et donc c'est des groupes de gens, mais c'est exactement comme vous l'avez expliqué, donc c'est celui qui communique avec l'équipage. Et il y a beaucoup d'astronautes qui font ça aussi aux États-Unis en particulier. En Europe, il y en a aussi. Thomas, d'ailleurs, a été, il y a quelques années, entraîné comme Eurocom avant qu'il soit en entraînement. Et donc, c'est un intermédiaire, en quelque sorte, qui parle le langage des astronautes, mais qui doit aussi faire la coordination avec les gens qui sont au sol. Alors, on parlait du Cadmos, ce qu'on appelle les centres utilisateurs chez nous, c'est-à-dire des gens qui connaissent bien la science, qui ont préparé les expériences, les procédures, donc ils connaissent tous les détails en cas de problème également. Et donc c'est avec ces gens-là qu'on coordonne pour pouvoir transmettre des informations, je dirais, appropriées et dans un langage qui soit pour les astronautes. Ça vous arrive de vous engueuler? Non, mais, avec l'astronaute, excusez-moi, je pose la bonne question. Parce qu'il y a des... Attendez, ils ne veulent pas le dire. Enfin, ça, c'est le rôle du journaliste qui suit même jeu. Il y a eu des fois des engueulades, des jurons entre le sol et l'équipage qui n'en faisait qu'à sa tête. C'est déjà arrivé. On nous a fait chier, vous m'emmerdez, vraiment truc. Vous vous souvenez, enfin, Jean-Yves Le Gall se souvient d'un Jean-Loup Chrétien qui avait des problèmes. Il devait déployer, il a fait une sortie dans l'espace, Jean-Loup, vous vous souvenez? Il devait déployer une antenne. Vous savez, qui déployait un peu comme un parapluie. Et puis, on avait oublié une chose, c'est qu'il y avait eu de la vapeur d'eau sur l'antenne. Et quand on est sorti dans l'espace avec moins 100 degrés, évidemment, la vapeur d'eau, ça fait du givre. Et donc,
toute la structure métallique, les articulations étaient givrées. Donc impossible de la déployer. Et le sol, donc Jean-Loup, il faisait le maximum, il fallait que ça se passe en visibilité, de façon quand la station Mir était sur le sol russe, hein, en somme. Et là, le temps passait, ça fait pas. Et puis à la fin, eh bien, comment ils ont fait? Jean-Loup a poussé un juron retentissant, moi j'étais au-dessous, et puis la méthode, le sol lui disait, bon, mais ça va pas. Eh bien, Jean-Loup, on l'a entendu quand la station, c'est le russe qui a fait, on a entendu des... C'est pas ce que vous croyez, à coup de botte, il a débloqué l'antenne, vous voyez, voilà. Et là, le sol lui disait, mais non, tape pas dessus, donc il y a eu une engueulade entre le sol et le Capcom, et puis les astronautes, mais le résultat était là, vous voyez. Alors, j'ai pas le souvenir que je voudrais donner des coups de pied dans les expériences pendant cette mission. Non, on va parler de votre sortie. En dehors des caméras. Non, on va parler de... Ah ben, il y a des caméras partout. Non, alors là, maintenant, vous ne pouvez plus, il y a des caméras partout. Juste, je voudrais qu'on revoie en image, on va regarder en image tout de même la mission de Léopold. Magnéto Serge, ça vous rappelle quelqu'un de ça? Vous allez nous la commenter, hein, vous allez voir les images, voilà. Voilà, donc la navette spatiale qui ne vole plus aujourd'hui, puisque la navette a été arrêtée en 2011, et notre mission, c'était d'amener le module européen, Columbus. Donc ça, c'était en 2008, donc c'était il y a 9 ans. Donc là, vous venez d'arriver, j'imagine. Et donc ça, c'est l'arrivée, voilà. Donc on vient d'ouvrir la porte. Là, on est sur la station robotique. Donc on décharge le module européen de la navette pour venir l'installer sur la station spatiale. Voilà, parce que vous avez déchargé, cette mission, c'était d'apporter le module européen. Oui, on voit quelques modifications, notamment celles qui peuvent apparaître au niveau de la partie haute du corps, la carotide. Par exemple. Des modifications de la paroi artérielle, par exemple. En fait, Thomas l'a dit tout à l'heure, il y a des modifications au niveau de l'os. Il y a aussi quelques modifications qui peuvent être observées au niveau de la paroi artérielle. On parle de perte d'os et on peut parler de rigidification de la paroi artérielle. Il a vieilli alors? C'est comme s'il avait vieilli, mais l'avantage, lui, c'est qu'il va récupérer. Ah, il est gentil, ouais. Il est revenu, et puis il va pas lui dire, dis donc, t'as pris 15 ans. Non, mais je parlais de moi aussi. T'en as pris 15 ans. Non, entre nous, c'est vrai. Oui, non, mais il est jeune, il récupère bien. Sur 6 mois, les études actuelles montrent que au niveau de la paroi artérielle, on pourrait avoir un vieillissement de l'équivalent de 15 à 20 ans. Alors, est-ce qu'il est vrai? Vous avez quelques petits détails tout de même. Vous savez, quand il se trouve tout de suite en apesanteur, tout le système cardiovasculaire, le cœur, il ne comprend pas. Parce que d'habitude, il faut pomper, enfin aspirer des jambes pour remonter là, et puis irriguer le cerveau. Il y a des automatismes qui sont là, et donc le système pédale. Parce que d'un seul coup, le sang reflue sur l'abdomen, et donc c'est pour ça que vous êtes aussi souvent bouffi. Il faut 2-3 jours, voilà. Mais le corps s'adaptant dit « Ouh là là, j'ai trop de pression, je vais faire baisser la pression ». Et comme on fait baisser la pression dans une tuyauterie, eh ben on ouvre un robinet de purge. Et le robinet, oui. Et donc est-ce que aussitôt on fait pipi rapidement pour vrai ou faux? Oui, mais Thomas, elle l'a mentionné tout à l'heure, il y a eu problème, les WC étaient bouchés au début. Ah non, alors oui, tout à fait, on a des problèmes de toilettes cassées. Non, mais moi, j'ai pas noté de changement à ce niveau-là tellement. Non. On a peut-être moins bu les 2 premiers jours, mais ça m'a pas choqué. Mais si, effectivement, par contre, on a cette sensation même d'avoir une pression un peu supérieure dans le cerveau. On a le visage un peu bouffi, parfois des mal de tête. Mais le corps humain, c'est une belle machine, hein, ça s'adapte assez rapidement. Ça fait partie des choses auxquelles il faut se réadapter en revenant sur Terre. Effet inverse, on n'a pas assez de fluide en revenant sur Terre. C'est pour ça qu'on a parfois du mal à se tenir debout si on se lève... Soyez précis, il vous manque grosso modo 1 litre de sang en volume sanguin. Oui, c'est ça. Et donc vous risquez la syncope. Enfin, je traduis. Oui. Parce que brutalement, il y a 0 G, apesanteur, et d'un seul coup, on va y revenir, on rentre dans l'atmosphère avec le Soyouz, et on ne fait pas 1 progressivement, on s'en tape 4 ou 5. Là, vous êtes écrasé. Et là, donc, au système cardiovasculaire, le sang se déplace, la pompe risque de se désamorcer. Et donc avant, qu'est-ce qu'on fait? On vous fait boire de l'eau salée, Oui, on fait ça. On prend des pastilles de sodium, en fait, de sel pour retenir le haut. On boit beaucoup, on se charge énormément en fluide pour faire face à cette rentrée qui est le moment physiquement le plus difficile de tout le vol. Hein.
Comme on l'a dit, 4G, donc 4 fois le poids du corps. C'est comme si on avait une vache assise sur la poitrine. Oui, c'est ça, il à m'a peu dit, près. oui, c'est bien. À peu près, une vache et demie, une vache et demie. Et, sur le ventre. et donc, il fait très très chaud parce que la capsule s'échauffe, on freine par frottement atmosphérique. Hein, donc, Et il n'y a plus de climatisation. il n'y a plus de climatisation du tout, donc la température monte assez fort dans la cabine. Donc on a, je ne sais pas combien monte le cœur, on est suivi, hein, on a des paramètres médicaux qui sont enregistrés, mais physiquement c'est le moment le plus difficile. Bah alors, il marchait plus votre bédule, non? Ceux-là, on les a pas. Ah bah oui, c'est vrai. Ils s'étaient débranchés, ils sont restés dans la station. Ah bah voilà. Donc ils pouvaient mourir. Alors Alain, ils pouvaient mourir dans la rentrée d'atmosphère et vous ne le saviez pas. Les médecins russes qui surveillaient son retour et qui ont toutes les données pendant le retour. Oh, faut que je vous taquine un peu même, mais voilà. On en dit 2 mots sur la rentrée dans l'atmosphère qui est virile. C'est Claudie Déhay, quand j'avais été la récupérer en plein Kazakhstan, et Claudie m'a dit c'est viril. Voilà, 12 euphémismes pour dire c'est un truc de mec. Alors, d'abord, Léopold, le premier, il l'a vécu. La rentrée. Ouais. Hein, la Oui, rentrée avec le la Soyouz. même que Thomas pratiquement. Sauf que nous on est arrivé en hiver, il y avait une tempête de neige à l'arrivée, mais bon, le reste était identique pratiquement. C'est-à-dire, on est d'abord chahuté quand le parachute s'ouvre. Voilà, donc il y a d'abord une décélération, donc Thomas en a parlé, de l'ordre de 4-5 G lorsqu'on est dans la phase, je dirais, au milieu de la rentrée. Et puis après, il y a l'ouverture du parachute qui est un moment enfin, qui arrive instantanément pratiquement. Et là, la capsule commence à se balader un petit peu dans tous les sens. Et on est un petit peu désorienté à ce moment-là, puisque notre oreille interne, notre système d'équilibre a perdu l'habitude de ce genre je dirais, de contraintes. Et donc après, lorsque le parachute est ouvert, on attend avec impatience le moment de l'impact au sol, voilà, donc qui est toujours un peu aléatoire et se passe plus ou moins bien. En général, ça se passe bien, mais il y a eu des moments où ça a été assez brutal pour certains. Ça se passe un peu spécial, grand coup de volant, et là on se met à faire des tonneaux dans tous les sens jusqu'à ce que ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, on se regarde avec les collègues, ça va, ok, bienvenue sur Terre. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Hein. Alors, non mais oui, c'est pas un truc de tout repos, hein, c'est pas une balade. C'était très beau ces photos. Quand ils faisaient des calipettes dans la station, bon, moi j'adorais le regarder sur l'écran de mon ordinateur, mais c'est pas une partie de plaisir. Hein. Ouais, je suis gentil, hein. Je justifie votre mission. Hein. Ah, voilà. Je voudrais juste une comparaison, puis on va regarder un bout de film de votre mission, et puis on va revenir sur l'expérience scientifique. Je voudrais qu'on vienne avec Léo, parce que Léo, il a connu les deux. Il est parti avec un Soyouz aux fesses, la fusée Soyouz, c'est du viril, monsieur. Ça vibre, un gros pétard. Et il est revenu, tel que vous l'avez vu, avec le Soyouz. Mais, vous avez l'expérience navette. Alors navette, c'était cool, hein. C'était léger, ça poussait, ça vibrait un peu. Les accélérations à la fin c'était 3G, m'a dit Clairvoy. Bon, on tourne. Le départ, bon. Mais c'est surtout la rentrée. La rentrée est soft avec la navette. Oui, le départ est à peu près identique au lancement du Soyouz. On a à peu près le même type d'accélération et donc on est à peu près assis de la même façon. Donc c'est exactement les mêmes sensations. Le départ de la navette est un petit peu plus violent parce qu'il y a des boosters. À poudre, oui. Une fusée à poudre qui s'allume au décollage, qui crée des vibrations pendant quelques dizaines de secondes. Mais après, c'est à peu près la même chose sur le Soyouz. La rentrée, par contre, ça n'a rien à voir, bien entendu. La navette rentre comme un avion, elle a des ailes, hein, donc il faut qu'elle rentre en douceur pour pas casser ses ailes. Et donc elle rentre à peu près 1 G et demi, un maximum, donc à peu près 3 fois moins qu'un Soyouz. Et donc on sent rien. Hein. Je suis arrivé avec Air France ce matin, c'était presque un peu plus turbulent, je dirais. Et l'atterrissage. Oui, bravo ça, pour les pilotes d'Air France. Pour Thomas. Il y a des pilotes d'Air France qui n'atterrissent pas, qui appontent. Hein, par moment. Non, hein, en général, elle se pose bien. Voilà, mais la navette est un planeur, donc elle se pose sans moteur. C'est un mauvais planeur. Alors, un mauvais planeur, certes, mais elle n'a pas de moteur à l'arrivée. Elle n'a pas de moteur. Se pose exactement comme un planeur. Et c'est vrai que le jour de l'atterrissage, donc. Et c'est là où on 123, mesure donc le progrès. J'ai atterri, j'ai absolument rien senti au moment de l'atterrissage. C'était vraiment ce qu'on appelle un kiss landing. Un kiss landing. Donc, et c'est ça c'est là où on mesure le progrès technologique qu'a représenté la navette par rapport où on est revenu. Un engin très différent. Ouais.
complètement. Un engin merveilleux. On n'a pas fait un kiss landing du tout, nous. Hein. Non. Pas du tout. Alors, est-ce qu'il est vrai, m'ont dit des Russes, qu'il y a des gars qui avaient des bleus, où ils ont des problèmes de colonne vertébrale, tellement le choc est violent? Oui, alors on a au dernier moment, là, à 80 cm du sol, parce que je pense qu'on va à 7 ou 8 mètres par seconde, oui, ça va assez vite. À 80 cm du sol, on a des rétrofusées qui s'allument sous la capsule, et c'est ça qu'on voit. Je ne sais pas si vous avez vu les images de la rentrée, ça fait une espèce d'explosion avec plein de poussière qui se soulève. C'est pas tellement que la capsule s'écrase, parce que ce serait un peu violent pour nous, mais c'est que les moteurs fusées s'allument au dernier moment, et ça soulève beaucoup de poussière. Donc heureusement, ces moteurs fusées rendent l'atterrissage doux. Les Russes appellent ça l'atterrissage doux. Encore une fois, je mets des guillemets quand je le dis parce que ça l'est pas vraiment. Mais oui, moi j'avais des marques. Alors on est dans des sièges qui sont moulés à notre corps en fait. Hein. On passe à Moscou dans un atelier spécial où on fait un moulage du dos pour avoir des sièges adaptés qui sont sur vérin. Donc normalement il y a tout ce qu'il faut pour amortir. Mais ceci dit, c'est quand même un choc. Hein. Et il y a des gens. Moi j'avais des marques rouges un peu sur le dos. Il y a des gens, oui, il faut bien se tenir en fait, il faut fermer sa bouche, il ne faut pas avoir la langue, le pire ce serait de se couper la langue si on avait la langue entre les dents, il ne faut pas parler, à partir de 500 mètres d'altitude on ne parle plus, on rentre les coudes à l'intérieur du siège, on a serré toutes ces sangles, on est attaché, hein, et puis on attend l'impact en fait, on pousse avec l'arrière de la tête sur le siège pour pas non plus se cogner, et puis on attend l'impact. Ensuite, pendant l'impact, on serre les dents, et on attend que ça arrête de bouger. Voilà. C'est simple en fait au final comme procédure. Juste, on va regarder votre film, dernier point. De tout votre vol, c'est le plus mauvais souvenir? C'est le meilleur souvenir peut-être. Le meilleur souvenir. C'est du viril. Hein, la rentrée avec Oleg, on se regardait et parfois on riait parce que la capsule partait dans tous les sens. Donc c'est un côté vraiment un peu manège, un peu fête foraine. Si vous aimez bien vous faire balancer dans tous les sens à la fête foraine, il faut faire du Soyouz. Jean-Yves, elle coûte cher la fête foraine, hein, tout de même, hein. Oui, elle coûte cher, mais elle rapporte gros. Enfin, il s'est bien amusé, hein. Nous aussi, hein, mais c'est bien amusé. Mais bon, maintenant, il y a une moisson de données scientifiques. On va y arriver. Oui, il y a Alain Maillet qui dit non, il a bossé. On va y arriver. Allez, rapidement, on regarde, il est commenté, on regarde un extrait de votre mission Proxima. Magnéto Serge. Ah oui. En fait, je découvre les images en même temps que vous. Hein. J'ai pas vu, jusqu'à maintenant, c'est la première fois que je vois une vidéo de mon lancement. J'ai pas vu de vidéo de mon lancement. Ça, c'est le test du scaphandre, d'étanchéité. La fusée, on a l'impression qu'elle reste pendant des heures, là, comme ça, au milieu des flammes. C'est un peu impressionnant. Enfin, quand on est dedans, on le voit pas, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et puis, décollage de nuit, ça illumine le ciel, en fait. C'est très spectaculaire. Nous, on a de la chance, il n'y avait pas de nuages du tout. La vue, c'était tout de suite ça, sauf que on tourne dans le Soyouz une fois qu'on se sépare du 3e étage. C'est stabilisé comme une toupie, en fait, en tournant sur son axe. Et du coup, quand on regarde par la fenêtre, ça donne un peu le mal de mer. Voilà, ça c'est l'arrivée vers la station spatiale. On s'arrime côté russe. On va aligner tous les systèmes électrotechniques et on ouvre le SAS. Là, c'est une petite vidéo dans le laboratoire japonais. Ouais, je me suis amusé à faire des vidéos comme ça pour montrer aux gens. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le Google Street View qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est moi qui ai pris toutes les photos. On peut se balader dans toute la station spatiale, il suffit de cliquer, c'est en 3 dimensions. On a vu le travail sur les scaphandres. Là, on voit une expérience sur les fluides. On essaie de voir ce qui se passe dans les réservoirs de satellites, par exemple. Ça, c'est Mares. Et ça, c'est le Cadmos avec leur beau polo rouge. Ça, c'est les ultrasons à distance. Ouais, cardiographie, oui, pardon. Et donc là, on passe rapidement, mais là, on vient de voir plein d'expériences qui, moi, m'ont pris des centaines d'heures, et eux aussi, encore pire. Ça, c'est le sport. Donc, on a vu le tapis roulant sur le mur. Là, c'est notre machine de musculation qui se trouve juste au-dessus de la cupola. Donc, en fait, c'est assez sympa parce qu'en faisant de la musculation tous les jours, de temps en temps, on voit passer un truc, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? On descend, c'est les Baléares, ou quelque chose de magnifique. On prend l'appareil photo et puis on essaie d'immortaliser ça. Ça, c'est le véhicule HTV de l'agence spatiale japonaise qui nous a amené des tonnes d'expériences scientifiques, de matériel et des cadeaux de Noël. Donc, on est très, très content de l'avoir. On l'attrape avec le bras robotique, 17 mètres, bras articulé qu'on pilote en 3 dimensions depuis la cupola.
On a fait quelques time-lapse, en fait, ça c'est en version accélérée, hein. La station elle va pas aussi vite que ça, elle va très vite, hein, 28 000 km/h, mais là c'est une photo toutes les 5 secondes. Et là on cherchait une fuite sur le système de refroidissement de la station. Les gens pensaient que j'avais pris une GoPro avec moi juste pour faire des selfies en fait en scaphandre, mais non, pas du tout. On cherchait vraiment à trouver une fuite sur ces 2 lignes que vous voyez là, et c'est pour ça que j'avais emmené la caméra. Ça c'est mon collègue Shane. Et là, on a lubrifié, et là, voilà, je ne sais pas ce que je fais, j'essaie de manger des oranges. On a lubrifié le bras robotique sur la station. Voilà, les oranges, c'était pour Noël, un petit extra. Des fruits frais, on n'en a pas souvent. Et là, en fait, c'est le départ du Soyouz. La rentrée atmosphérique que je vous parlais tout à l'heure, c'est comme ça. On a l'impression d'être à l'intérieur d'un lance-flamme, hein. On voit les flammes sur les côtés et puis les fenêtres qui se carbonisent. Et là, on a failli tomber dans l'eau. Je ne sais pas si vous voyez la flaque à côté là, on est vraiment pas loin, donc on a eu de la chance. Et là, c'est l'atterrissage doux. Voilà, donc après l'atterrissage doux, on est en grande forme, comme vous le voyez. Et c'est les équipes russes et européennes qui récupèrent les membres d'équipage. Donc très rapidement, on fait des examens médicaux. Ça, c'est la capsule, vous voyez, elle est carbonisée. Hein. Elle est carbonisée. Et ça, c'était le coup de fil avec le président. J'arrivais pas du tout à parler. Et ensuite on est emmené dans une tente, on enlève le scaphandre, on fait beaucoup d'examens médicaux. Et ensuite retour direct à Cologne. Donc ça c'était le 2 juin. Là je travaille dans des installations spéciales à l'intérieur de la station évidemment, qu'on mélange et ensuite on va avoir accès vraiment aux propriétés physiques de ce qui se passe. Sur Terre, tout ça, ça va sédimenter et on ne comprend pas bien en fait ce qui est du domaine de la sédimentation, ce qui est du domaine vraiment de la formation des alliages. Et dans la station, on arrive à le comprendre. Alors, on ne produit pas des matériaux dans la station spatiale, on ne fait pas de la métallurgie, mais les scientifiques obtiennent des résultats qu'ensuite eux appliquent en laboratoire et puis ils vont essayer d'améliorer les matériaux pour faire des coques de téléphone plus résistantes et des ailettes de moteurs d'avion. Donc ça, c'est un exemple. On fait de la biologie, on fait de la physiologie. On a parlé tout à l'heure des astronautes comme un modèle du vieillissement, mais réversible, réversible. En étudiant ça de près, eh ben, on a accès à des données incroyables qu'on ne peut pas voir sur Terre, qu'ensuite on applique dans les traitements dans les hôpitaux. Donc en cardiologie, on en a parlé tout à l'heure, on a développé une technique de traitement des bactéries par plasma froid, en fait, qui vient d'une expérience européenne aussi, hein, qui permet de traiter les infections qui résistent au staphylocoque. Donc ce qui est difficile à voir pour les gens, c'est qu'il y a beaucoup de domaines. En fait, quand on parle d'un centre de recherche contre le cancer, ben c'est facile, il fait que de la recherche contre le cancer. Voilà, alors est-ce qu'on a réussi à vaincre le cancer complètement? Non, mais on fait des petits pas comme ça. Ben nous, on fait aussi des petits pas, sauf qu'on les fait un peu dans tous les domaines. On les fait en biologie, on les fait en physique des matériaux, on les fait en médecine. Et en ce moment, vraiment, ce qui marche très fort, moi, je trouve, dans la station spatiale, c'est la médecine. Alain, tu me dis si je me trompe, mais regarder des cellules souches en 3 dimensions, ce qu'on a fait beaucoup pendant ma mission, ça nous permet d'accéder à des choses qu'on ne peut pas voir au sol, et ça permet ensuite de développer des thérapies ou de développer des techniques qui ne pourraient pas avoir vu le jour sans la station spatiale. Allez-y, Alain. Pour compléter ce que Thomas a dit et ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, les problèmes, c'est niveau cardiovasculaire, musculaire, osseux, et notamment l'aspect osseux sera primordial sur les vols à destinée de Mars, puisque si cette perte osseuse est continue, ça pourrait poser un problème pour les astronautes qui se poseront sur Mars. Et donc il y a des travaux actuellement qui essayent de limiter cette diminution de densité osseuse et de perte osseuse, et ces travaux, ces médicaments qui sont utilisés peuvent aussi être utilisés au sol chez les personnes qui présentent un Est-il vrai que c'est grâce à l'espace qu'on a découvert que pour maintenir le tissu osseux, il faut des contraintes mécaniques, et donc on a le propre poids de la pesanteur, mais qu'en fait, il suffisait d'avoir des chocs sur le talon pour arrêter la décalcification. Et donc, d'où faire cela, que les personnes qui sont alitées très longtemps et qui se décalcifient, on mettrait une machine qui viendrait leur tapoter la plante des pieds. Arrêter, c'est un peu fort. Ralentir. Et à la fois au niveau des chevilles et au niveau du... Donc ça serait une retombée, c'est ça qui est important,
de l'espace. On va arriver, parce que je vais vous passer la parole dans 5 minutes, il y a des micros, hein, profitez-en. Je voudrais, il y a une question plus personnelle que vous posez tous, il nous a fait des photos merveilleuses. Alors je voudrais tout de même là qu'ils nous disent un peu en aparté, vous êtes un bon photographe, vous avez appris à faire des photos. Enfin, vraiment, les mecs de Gamma ou de Sigma, les gars, ils se disent, mais il nous bouffe notre métier, ce gars-là. Non mais c'est ça, parce qu'après d'avoir pris votre place à la télé, je vais prendre celle de Yann Arthus Bertrand. En fait, j'ai un plan machiavélique pour dominer le monde. Ah, vous êtes VRP multicarte, hein. Tout à fait. Non, pas du tout. Alors en fait, on a des cours de photos avant d'aller dans la station spatiale. On a du matériel là-haut, on a du bon matériel. C'est pas le top du top parce que il faut le certifier, il faut l'envoyer dans la station. Donc on a toujours 2-3 ans de retard, on va dire, sur les vrais appareils photo, les objectifs qui sont vraiment au top. Mais c'est quand même pas mal ce qu'on a là-haut. On a une belle collection d'appareils et donc on vous explique un peu comment se servir. Moi j'étais vraiment nul en photo en montant, mais ça m'intéressait. Et puis j'ai commencé à jouer avec les appareils et puis à essayer, comme je disais au début, en faisant du sport tous les jours, on me dire tiens ça c'est super, d'essayer de prendre des photos, de me rendre compte que c'était complètement nul. Et du coup ça m'a encouragé un peu à comprendre et à jouer un peu plus avec les appareils photo, discuter avec mes collègues. Et puis voilà, on apprend sur le tas. Hein, mais alors ce qui est bien, c'est que quand on poste des photos sur les réseaux sociaux, on poste que les bonnes, hein, que toutes celles qui sont horribles, donc c'est 99% des photos, vous ne les avez pas vues. Et voilà, mais vers la fin de la photo, moi je le vois, hein, quand je vois une photo, je sais c'est le début ou la fin de la mission, parce que celles de la fin, elles sont quand même beaucoup mieux. Hein, elles sont quand même beaucoup mieux. Parce qu'en 6 mois, j'ai eu le temps d'apprendre. Et alors, comment vous guettez les îles qui passent? Vous êtes à la fenêtre, vous les guettez ou comment ça se passe? Racontez-nous un peu. Non. Racontez-nous. On est un peu ghetto-trou là, non? Non, on peut pas faire ça parce qu'on n'a pas le loisir de faire ça. Moi, ce que je faisais le matin, en me levant, là, on se lève à 6h tous les matins, et une des premières choses que je faisais, en prenant mon petit déjeuner, en brossant les dents, je regardais sur l'ordinateur, le logiciel de navigation, on voit les orbites futures, la trace au sol, la trace au sol de la station spatiale. Et donc je me disais, tiens, celle-là, j'avais au sol, pendant la préparation de la mission, j'avais fait toute une liste d'endroits que j'avais envie de prendre en photo, les pyramides, le Mont Saint-Michel, j'en passe les meilleurs, Cordes sur ciel évidemment, et que j'ai pas réussi à prendre. Mais là, la prochaine mission, on en a parlé, la prochaine mission, je m'engage solennellement à prendre Cordes sur ciel en photo. C'est difficile. Voilà, une bonne raison. Mais non, voilà, donc je regardais la trace, je me disais... Là, je vais pas pouvoir m'en défaire là, je me suis engagé. Mais non, je regardais la trace et je me disais, tiens, à 16h43, on passe au-dessus des pyramides. Donc je mettais une alarme sur ma montre. Et puis je passais la journée de travail comme ça. Parfois j'avais pas le temps, parfois ça sonnait, mais je faisais quelque chose. Je me disais tant pis, je peux pas y aller. Parfois c'était sur l'heure du midi ou le soir ou le dimanche ou le samedi, et là je pouvais y aller. Mais une fois qu'on arrive dans la cupola, dans la fenêtre avec ces appareils, donc les gens essaient d'anticiper un peu en fonction de l'heure, du jour, de la nuit, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme paramètres, etc. Et là après il faut trouver visuellement en fait la destination. Le logiciel il nous dit à quelle heure on passe dans quel coin. Et après il faut se débrouiller. Donc vous imaginez, depuis 450 km d'altitude, on voit pas très bien. C'est pour ça que les pyramides, ça m'a pris 2 mois et demi de les trouver. J'essayais pas tous les jours, mais j'essayais quand même assez régulièrement. Donc bizarrement, c'est assez artisanal. Les gens imaginent que j'avais Siri et je disais prendre en photo les pyramides et que ça marchait tout seul ou ça allait me dire exactement où est-ce qu'il fallait prendre. Non, pas du tout. Il y avait beaucoup d'improvisation et puis de manuels, ce qui est assez sympa en fait. Ça rend ça assez ludique. Voilà. Et alors oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais moi j'ai fait une mission d'hiver, hein, donc j'ai décollé en novembre, je me suis reposé en juin. Bon, ensuite la fin c'était pas l'hiver, mais quand même la moitié de la mission, chaque fois que je regardais par la fenêtre, il y avait des nuages. Hein. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas pu prendre Cordes sur ciel, sinon j'aurais... Bon, Jean-Yves, vous avez compris, il est obligatoire qu'il reparte dans l'espace, ne serait-ce que pour photographier Cordes sur ciel. Ça ne peut pas. Hein, ça, hein. Voilà. Bon. Une mission d'été, si possible. Une mission d'été. Alors, étant habitué à rendre l'antenne à l'heure à la télévision, moi j'avais dit qu'à, vous voyez, hein, mon cher monsieur le maire, j'avais dit qu'à 21h50, on passe la parole au public. Vous avez été très, très vivant, très brillant, mais on va compléter ça. Maintenant, la parole, je voudrais dire, maintenant, c'est à vous. Comparablement plus faible que ceux qui étaient à la navette.
Et donc la NASA en fait a décidé d'arrêter le programme Navette à la fin de la construction de la Station spatiale internationale pour pouvoir se consacrer à d'autres investissements, en particulier sur les véhicules d'exploration futurs. Voilà, c'est coût et problème de sécurité aussi. Il y a eu des accidents qui remettent en cause la navette était aussi la conception. Voilà. C'est le principe de capsule. En fait, Alors, dans les questions, Le micro. Bonjour et bienvenue à Corde. Voilà, je m'intéresse beaucoup à la science et j'ai cru comprendre qu'un micro-organisme a été découvert dans l'ISS. Je voudrais savoir où en sont les études par rapport à ce micro-organisme, s'il vous plaît. Ah, des bactéries. Ah ben, je sais pas. Alors bon, on me l'a pas dit, déjà, premièrement. Non, mais sont pas pathogènes. Alors, attends, il faut préciser de quoi on parle. Des bactéries, il y en a plein. Hein. Nous, on en amène avec nous, même si on se désinfecte le corps en entier à l'alcool avant de partir, etc. On en amène plein avec nous. Je regarde un peu partout parce que je sais pas où est la dame, mais c'est un monsieur. Pardon, je suis désolé. Donc, là, je vais essayer de me ressaisir, ça va pas être facile. Donc, des micro-organismes, on en amène avec nous. Mais par contre, qu'on en ait découvert des nouveaux dont on ne connaissait pas l'existence, ça m'interpelle un petit peu. Si je puis me permettre, en fait, je suis un site sur Internet qui s'appelle Futura Science. Et il semblerait que quelque chose aurait muté, un petit quelque chose de microscopique. Voilà, d'après une photo que j'aurais vue, ça serait quelque chose avec deux têtes, quelque chose de microscopique. Et en plus, ça semble être sérieux. Alors, est-ce que tu es sûr que c'est pas alien.com comme site que Futura Science? Non, mais écoute, c'est une question très légitime. Moi, c'est dans une expérience, c'est au cours d'une expérience. Hein, c'est pas parce que les astronautes se lavent tellement pas qu'il y a des micro-organismes qui se développent, j'espère. Mais non, c'est possible qu'il y ait une mutation, tu vois, un peu simple. Mais on n'a pas découvert une nouvelle forme de vie. Hein. Remettons quand même les choses à leur place. Ça reste du domaine. C'est comme quand on dit on va peut-être trouver la vie sur Mars. On parle de micro-organismes, de trucs vraiment très très basiques. On ne parle pas de petits hommes verts. Donc moi, j'ai pas vu cette photo de bactéries à deux têtes. Mais merci maintenant de me donner des cauchemars pour ma prochaine mission. Attends, alors j'ai une question. Il y a les enfants qui sont passionnés. Alors, c'est moi qui tiens le micro. Oui, parce que si je te le laisse, tu vas être pire que moi. Vas-y, allez, pose ta question. Quelle est la première pensée que Thomas Pesquet a eue dans l'ISS? Précise dans l'ISS, parce que la première pensée que Thomas Pesquet a eue dans l'ISS, écoute, la première pensée que j'ai eue, c'était que j'étais vraiment content d'arriver. J'étais super content. C'est comme quand tu as fait plein de routes. Tu sais que tu vas dans un endroit super chouette, tu vas dans un endroit génial. Imagine, tu pars en vacances avec tes parents, tu fais 15 heures de route, hein, parce que nous c'était à peu près ça. Hein, c'était 2 jours de route dans le volume d'une Fiat 500 à 3, donc c'était pas génial. Et au moment où tu arrives, c'est vraiment super. Moi, c'était mon rêve d'arriver là-haut. L'ISS, je l'avais vu en photo, mais de la voir en vrai, c'est quand même pas la même chose. Je peux te dire que tu as vraiment plus l'impression d'être dans un film de science-fiction quand tu la vois, hein, qui brille là, avec les rayons du soleil. C'est vraiment Star Wars. Donc moi, j'étais content d'arriver pour ça, parce que j'avais tellement travaillé là-dessus, parce que j'allais retrouver des amis à l'intérieur, et puis aussi parce que, tu sais, d'être dans le Soyuz, c'est vraiment comme d'être, t'as l'impression d'être dans un radeau de survie au milieu du Pacifique. C'est du camping. C'est du camping. Ah oui, mais c'est pas que ça, c'est que tu sens quand même bien le danger. Tu te dis, c'est là que tu sens à quel point c'est un peu arrogant d'envoyer des gens dans l'espace. Hein. Tu es dans une petite boule de métal à 400 km, entre 200 et 400 km d'altitude, tu regardes de haut, tu te sens vraiment très très seul. Alors quand tu arrives dans le gros bateau, qui lui est quand même un peu plus sûr, tu es aussi content, tu souffles un grand coup quand même. Voilà, donc c'était 3 pensées que je te fais pour le prix d'une. Alors je regarde ma montre, on a encore 10 minutes. Alors il y a une petite fille adorable avec des grandes lunettes qui dévore des yeux. Je voulais savoir quel était votre plus beau souvenir dans la station spatiale.
Et écoute, j'en ai plein des beaux souvenirs. Tu sais, quand tu es là-haut, il se passait presque un truc tous les jours. Tu sais, j'ai eu mon saxophone qui est arrivé, ça c'était super. On a fait des sorties extravéhiculaires, on est sorti en scaphandre. La première fois que tu sors, c'est génial aussi. Alors tu es très concentré, tu veux pas faire de bêtises, mais quand tu ralentis un peu et que tu regardes autour de toi, moi pendant une de mes sorties extravéhiculaires, j'étais sur une plateforme pour lubrifier le bras robotique qui était un peu grippé. Donc il y avait une extension et au bout il y avait une plateforme et moi j'étais debout sur la plateforme et j'étais donc à 1m50, 2 mètres de la station qui était derrière moi. En fait, quand je me retournais, tu sais, quand tu vois les films de pirates où le gars est au bout de la planche là et qu'il le pousse avec une épée et qu'il y a du vide, hein, mais moi c'était un peu ça quand même. J'étais un peu au bout de la planche qui grinçait un petit peu, mais après quand tu regardes autour de toi, j'étais comme tout en haut de la station, je regardais à droite. L'espace depuis justement leur âge. Donc justement, j'ai une question pour vous tous. Quand est-ce que, d'après vous, est-ce que c'est prévu que l'ESA ait les capacités d'envoyer par elles-mêmes, des hommes dans l'espace sans passer par les Russes? Et est-ce que justement, parce qu'on voit un très beau croissant de lune juste là, est-ce que parce que vous parliez de Mars, est-ce que l'un des objectifs pour l'ESA par exemple, ce serait la Lune? Et pourquoi pas justement Thomas Pesquet aller sur la Lune qu'on peut voir ici? Merci. Bien sûr, la première question, la capacité d'envoyer en Europe des hommes dans l'espace, on avait des projets et puis pour des raisons de coût, ils sont arrêtés. Aujourd'hui, on est dans un cadre coopératif où on apporte un certain nombre de choses aux partenaires de la station. La station, il y a les États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon, l'Europe. Donc chacun apporte quelque chose. Aujourd'hui, le seul moyen de monter sur la station, ce sont les Soyouz depuis les arrêts de la navette. Mais dans quelques mois à présent, les Américains auront de nouveau la capacité de monter sur la station avec les capsules Dragon de la société SpaceX. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de projet de développer une capsule purement européenne. On va participer au projet Orion, qui est le prochain vaisseau habité de la NASA, qui aura vocation à aller au-delà de l'orbite basse et pourquoi pas en orbite lunaire. On fournira le module de service. Vous savez, on a lancé 5 ATV pour apporter du cargo sur la station avec des Ariane 5 depuis Kourou. Et donc le module de service pour ATV, en quelque sorte, les moteurs de l'ATV vont être recyclés pour être utilisés sur l'Orion. Ensuite, la Lune ou Mars, bien vous le savez, il y a aujourd'hui des réflexions. Pourquoi veut-on aller sur Mars et plus vraiment sur la Lune? Parce que la Lune, on y est déjà allé. Il y a eu 6 missions Apollo, 12 astronautes ont marché sur la Lune, ont rapporté des centaines de kilos de roches lunaires et on s'est rendu compte que finalement la Lune est un peu un astre mort. Alors que Mars, on a envoyé des sondes autour de Mars qui ont mis en évidence le fait qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Vous avez eu ces photos absolument extraordinaires de mer asséchée. Il y a eu de l'eau. On sait que Mars a été habitable. La vraie question, c'est de savoir si Mars a été habité. Et c'est pour cela que l'Europe va envoyer en 2020 une sonde qui s'appelle ExoMars. Exo pour exobiologie, donc elle est étudier la biologie ailleurs que sur la Terre. Et ExoMars en 2020 va se poser sur Mars et on va avoir une sorte de foreuse qui va faire un trou de 2 mètres de profondeur pour voir si on ne trouve pas des vestiges d'une vie passée qui pourraient être des traces de bactéries ou des choses comme ça. Je peux vous dire que si on découvre des traces de vie extraterrestre sur Mars, eh bien ça fera peut-être relativiser un certain nombre d'enjeux terrestres. À quelqu'un d'autre? Pour moi c'est fini, hein. Ouais, c'est trop tard. Alors, il y a une question, on change, il me reste oui, on y arrive. Oh là là, elle va m'égorger. Juste, alors une question, je crois que ça va être pour Jean-Yves Le Gall, parce qu'elle a un intérêt beaucoup plus général, plus en perspective. Oui, bonsoir. Voilà. J'avais une question, parce que pendant votre mission, vous avez énormément transmis, notamment sur Facebook, au niveau du changement climatique. J'aurais aimé savoir un petit peu votre ressenti et aller un petit peu plus loin dans ce que vous pensez. Oui, en un mot, est-ce que vous avez pu noter, à travers ce que vous avez vu, des modifications de notre bonne vieille Terre? Non, on peut peut-être faire une réponse à 2 voix avec Jean-Yves. Je pense, moi je vais parler de ce que j'ai vu et de ce que j'ai ressenti, et puis peut-être qu'après on peut dire ce que vraiment fait l'espace dans ce domaine-là, qui est quand même majeur. Moi j'ai vu, on en parlait tout à l'heure, la fragilité de la Terre.
Pour te donner une comparaison, tu sais, la minceur de l'atmosphère qui contient toute la vie et qui nous protège de tout, en fait, hein, qui retient l'oxygène pour qu'on puisse respirer, qui nous protège des radiations, etc. Par rapport au blindage de notre station spatiale à nous, c'est ridicule. C'est beaucoup plus faible. Et tu vois, au final, moi, de ce que je voyais de la Terre, je voyais beaucoup de beauté, mais je voyais aussi des traces un peu négatives des activités humaines. Donc tu vois de la pollution atmosphérique, tu vois des fleuves qui charrient beaucoup de pollution, tu vois les coupes dans la forêt amazonienne, tu vois des choses comme ça. Et ça fait réfléchir, et tu te dis au final que, bah oui, moi c'est vrai que je l'ai déjà dit, mais que la Terre c'est ni plus ni moins qu'un grand vaisseau spatial. Tu sais, nous on est 6 dans notre petit vaisseau spatial avec des ressources limitées, on n'a pas choisi de voler ensemble, mais il faut entretenir le vaisseau, et il faut utiliser les ressources intelligemment, parce que sinon le vol va s'arrêter très vite. Mais la Terre c'est exactement pareil, c'est un gros vaisseau spatial, avec des ressources qui sont certes un peu plus développées, mais qui sont toujours limitées, avec des gens qui ne sont pas choisis non plus, et on a intérêt d'entretenir le vaisseau spatial planète Terre, parce que sinon le vol va s'arrêter très vite, et tant qu'on n'a pas résolu ces histoires de mission Mars, on n'a pas de plan B. Voilà, après peut-être qu'on peut parler de ce que l'espace indique là-dedans. Au service de la Terre, l'espace pour le climat, c'est fondamental, parce que quand on veut décrire ce qu'est le climat et l'évolution du climat, les scientifiques ont défini ce qu'on appelle 50 variables climatiques élémentaires, donc 50 critères qui permettent de mesurer le climat. Et sur ces 50 critères, 26 ne sont observables que depuis l'espace. Et de ce point de vue, le CNES joue un rôle très particulier, parce qu'aujourd'hui, le CNES est un peu au niveau mondial l'agence spatiale du climat, parce que ce sont nos satellites, fabriqués à Toulouse d'ailleurs, qui ont mis en évidence l'augmentation du niveau des océans. Les océans, le niveau n'augmente pas beaucoup, c'est 3,2 mm par an, mais la seule façon de voir cette augmentation, c'est grâce aux satellites. Il n'y a pas des mini-zouaves du pont de l'Allemagne un peu partout, où on va voir si la hauteur des océans augmente, c'est les satellites qui le mettent en évidence, et on va fêter le 10 août le 25e anniversaire du lancement du premier satellite océanographique, Topex Poséidon, qui avait été construit à Toulouse et lancé par Ariane. Et de la même façon, on a des projets dans nos cartons pour observer l'impact du changement climatique sur la planète Terre. Et la semaine prochaine, depuis Kourou, le 2 août, on lancera le premier satellite franco-israélien, il s'appelle Vénus, et il va observer l'évolution de la végétation du fait du changement climatique. Et un peu plus tard, on aura d'autres satellites. Donc le message, c'est que quand même, pour observer le climat, il y a un seul observatoire, qui est l'espace. Et d'ailleurs, on travaille avec nos collègues des autres agences spatiales. Vous le savez, il y a eu l'accord de Paris à la COP21 le 12 décembre 2015. On va fêter en quelque sorte cet anniversaire le 12 décembre 2017 en faisant une grande réunion qui a été décidée par le président de la République pour justement faire le point 2 ans après l'accord de Paris. Et à ce moment-là, on reparlera du rôle des satellites. Mais pour les satellites climatiques, eh bien, je crois qu'on peut applaudir tous les ingénieurs qui y travaillent, parce que la plupart d'entre eux sont à Toulouse. Pourquoi les astronautes grandissent dans l'espace? Pourquoi les astronautes grandissent dans l'espace? Eh bien écoute, figure-toi que c'est bête comme chou. C'est parce qu'on n'a pas la compression de la gravité en fait. La gravité, tu sais, c'est comme un aimant en fait. La raison pour laquelle tu tiens au sol, c'est parce que tu es attiré vers le bas comme un aimant, et tout ça, ça te tasse en fait. Et quand tu vas dans l'espace, on subit toujours la gravité, mais on est comme en chute libre autour de la Terre, donc on subit pas les effets du poids. Et ben la colonne vertébrale, tu sais, s'allonge un petit peu, toutes les vertèbres sont un peu tassées, ben, clac, 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 elles se détassent, et puis on peut prendre jusqu'à, alors ça dépend si on est grand ou pas, ça dépend un peu de la morphologie, mais on peut prendre jusqu'à, je crois que le record c'est 7 cm. Et d'ailleurs, détail un peu amusant, notre siège de Soyouz, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il était moulé exactement à nos dimensions, bah, j'ai un petit peu menti, parce qu'il rajoute un espace de 2-3 cm pour qu'on puisse rentrer dans le siège, alors même qu'on a grandi un petit peu. Voilà. Mais moi, j'avais pas pris beaucoup. Moi, j'avais pris que 2 cm. J'étais un peu déçu, parce que moi, mon second rêve, c'était de jouer au basket. Donc, tu vois, 2 cm, ça n'aurait pas changé grand-chose. Quand on a des problèmes de... J'ai bien compris, quand on a des problèmes de tassement de vertèbres, hein, ou des lumbagos, c'est bien, on va dans l'espace, hop, on dilate les cartilages, ça décoince les nerfs, mais ça fait peut-être un peu cher la visite, quoi, c'est ça. Alors, il y a une question. On arrive à la fin, parce qu'elle est originale, et là, on prend du recul culturel. Ah,
c'est une question culturelle. Voilà. Madame? Oui, bonjour. Évidemment, il a été beaucoup question des expériences scientifiques qui ont été menées et c'est évidemment un premier objectif. Mais j'aurais aimé que vous puissiez nous dire quelques mots de la collaboration artistique que vous avez menée avec Eduardo Katz. Non pas sur la question de la légitimité qu'il puisse y avoir la place et le temps pour un travail artistique dans une mission comme la vôtre, mais surtout sur la façon que vous avez eu de la mener, c'est-à-dire est-ce que vous avez ressenti du plaisir, de l'émotion, est-ce que pour vous c'était un travail comme un autre, un peu plus ludique, ou bien est-ce que vraiment vous y avez pris du goût? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on peut rappeler, on a vu une œuvre qui a été créée pour la station spatiale et c'est vrai qu'on évolue dans un milieu très, très technique qui parfois laisse pas forcément la place au côté un peu plus créatif et imaginatif. Moi j'aimais bien, ça m'a séduit ce projet parce que justement je trouve que silencieuse, oui, non mais si, c'est une bonne question. Dans la station spatiale on a des ventilateurs, des systèmes électriques, électroniques, mécaniques qui tournent en permanence, donc on a à peu près 50 décibels pendant 6 mois. Donc on dort avec des boules qui est parce que sinon, alors ça abîme pas les oreilles, hein, mais c'est quand même un bruit assez élevé et qui est permanent, ça n'arrête jamais en fait. Hein. Plus pendant la journée on discute à la radio avec le centre de contrôle, il se passe des choses, etc. Et puis tout d'un coup de revenir sur Terre quand on débranche le Soyouz, enfin il est assez débranché de lui-même quand il touche le sol, vous avez vu les images, et tout ça s'arrête et on se retrouve au milieu de la steppe du Kazakhstan. Et là oui, alors même s'il y a des gens qui parlent, on est un peu saisi par le silence, on est saisi par les dimensions, on n'a pas eu de perspective plus grande que 10 mètres depuis 6 mois. On est saisi par le contraste, par les couleurs, par la sensation du vent, par les odeurs aussi. Moi je sentais l'odeur de la steppe, je sentais l'odeur de savon et de lessive des gens qui me sortaient de la capsule, pas parce qu'ils étaient plus propres que d'habitude, mais parce que c'était le retour sur Terre, tous les sens sont un peu décuplés. Ça veut dire sans doute aussi que peut-être notre odeur à nous n'était pas géniale, mais en tout cas ça veut dire que voilà, au retour sur Terre, il y a cette espèce de, j'ai l'impression de regarder la télé avec des contrastes à fond, et puis de sentir des choses que j'avais pas senties depuis 6 mois. C'était un peu comme une deuxième naissance, si on pousse le raisonnement. Merci. On arrive au terme. Pour tout vous dire, je dis la vérité, donc je vais avoir besoin, c'est moi qui vais vous kidnapper, Thomas avec Jean-Yves Le Gall, parce que je vais faire une émission en direct sur CNews, une interview en direct à 22h30, voilà, c'est prévu. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je rende l'antenne. Et avant de rendre l'antenne, vous savez, on a passé une soirée merveilleuse, animée, il y a encore plein de questions. Ce qui nous faisait plaisir, c'est surtout les questions des enfants, des adolescents. On n'a pas répondu à toutes les questions, mais ce que j'ai apprécié, c'était que les choses sont faites très informatives, très claires. Talent de vulgarisateur, j'insiste, mais et avec le sourire et la décontraction. Alors, pour conclure, j'ai travaillé moi au début à Europe Numéro 1 avec Jacques Martin, je l'ai connu, et Jacques Martin, quand il jouait une pièce de théâtre et que cette pièce de théâtre marchait, au lieu de dire bon, on a été bon ce soir, Jacques Martin disait ce soir, le public a du talent. Et je dois vous dire que, et nous vous remercions d'avoir été là, d'avoir passé du temps et nous avoir écoutés. Vous avez eu beaucoup de talent ce soir et on tient à vous en remercier.